bonjour à tous. Petite parenthèse avant le début de cet épisode du podcast de la Petite Balle Blanche, pour vous annoncer le lancement dans quelques jours d'une nouvelle émission dédiée aux jeunes golfeuses et golfeurs, aux juniors et aussi surtout à leurs parents. En compagnie de David Blouet, enseignant depuis 20 ans, spécialiste des juniors, et Olivier Perron, coach mental, nous aborderons une fois par mois différentes thématiques qui intéressent les jeunes joueurs et nous répondrons aux questions que se posent les parents dans la relation avec leurs enfants sur le golf. Aussi, n'hésitez pas à nous solliciter via le site web et nos réseaux sociaux pour proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche, épisode 4 de 2022, en compagnie de Olivier Perron, Cyril Le Gouern et Gurvan Boni, et peut-être un peu plus tard, Marion Ricordo. Salut les gars, comment allez-vous ? Très bien, merci, bonsoir à tous. Allô, bonsoir à tous. L'été est enfin arrivé. Tout va bien, donc tu as commencé à jouer au golf, Cyril ? Oui, mal, mais j'ai commencé. Bon, l'essentiel est là. C'est le plus important, exactement. Moi aussi, j'ai pu commencer en Suède, enfin. Gugu, toujours pas tes clubs ? Non, mais j'ai mes anciens, mais je suis un petit break là. Là, je pense que ça doit faire un mois et demi que j'ai pas touché un club. Donc voilà. Non, là, en gros, le vrai gros problème en Île-de-France, c'est qu'il manque d'eau en fait. Voilà, il pleut pas assez. Et donc là, pour vous donner une petite idée au national où j'ai été hier en fait, en gros, les niveaux d'eau sont vraiment au mini. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas à pleuvoir, Dame Nature, parce que là, on a besoin. Et toi, Olivier ? Par chez toi ? Temps estival, très sec. Ouais, on se croit en été presque. Ouais. Et Gugu, d'ailleurs, raconte-nous 2 minutes là, parce que ce que tu as fait hier au Golf National, c'est plutôt sympa. Hier, j'ai cadayé. Donc, j'ai la chance, grâce à mon petit Marco, ami de la communauté, qui m'a réussi à m'introduire. C'est peut-être un peu limite, qui m'a présenté à un monsieur qui, en fait, gère une société de caddie. Et donc, lorsqu'il y a des personnes au Golf National ou sur d'autres golfs qui veulent avoir éventuellement la chance de rencontrer quelqu'un de LPBP ou autre chose, bref, qui veulent se faire cadayer tout simplement, ils peuvent passer par cette société-là. Et donc, hier, j'ai cadayé 2 joueurs américains et mon autre collègue cadayé 2 autres joueurs américains. Donc, voilà, donc on leur présente un petit peu le Golf National, le ligne de jeu. On leur donne pas de conseils sur les clubs parce qu'évidemment, on les connaît pas. Mais grosso modo, voilà, on essaye de les mettre un petit peu en disant, voyez, c'était là où il y avait la Ryder Cup, enfin la tribune du, et choses comme ça. Voilà, c'est assez rigolo. Et puis c'est la très bonne nouvelle. Ça veut dire que les touristes reviennent, donc le Covid baisse un peu ou beaucoup suivant les endroits. Sympa. Très sympa, très fatigant. Parce que faut courir, parce que les joueurs sont pas là pour patienter non plus. Donc hier, on a quand même joué en 4h30 au Natio, ce qui est un bel exploit, parti à 4. Et voilà, c'est très crevant, mais voilà, mais ça te fait travailler un peu ton anglais. Les joueurs sont toujours, on appelle ça sympatoches. Ils savent qu'ils jouent un monstre, donc ça les rend relativement sereins. Et en plus, hier, bonheur, nous avons joué avec 4 très bons joueurs. Donc autant te dire qu'on a vu du bon golf. Enfin, c'était pas moi qui tenais les clubs, donc ça jouait bien. Mais rassure-moi, tu portes pas les 2 sacs quand même. Non. Alors, suivant les terrains, si le terrain il est vraiment plat, j'en porte un et j'en mets un sur un trolley. Le problème du Natio, en fait, le problème du Natio, c'est qu'il y a beaucoup de cordes. Donc, dans l'idée, ça serait vachement plus rapide d'avoir 2 sacs à porter. Mais humainement, je m'arrête au trou numéro 4. Donc voilà, donc là, en gros, on prend 2 chariots et on essaye de gérer au mieux. Et donc quand de temps en temps, on a un joueur qui décide de partir tout à droite alors que les autres sont sur les 3 sur le fairway, je gère mes 3 chariots. Et puis quand à un moment ou à un autre, ça va être mon joueur qui part, je file mon chariot à mon autre collègue. Et puis tout ça avance à bon rythme, en courant, et les joueurs profitent. Ah oui, donc tu portes quand même, enfin, tu as quand même 2 sacs quoi, à gérer. Ouais, là, on avait 2 sacs à gérer. En fait, il y a trop de touristes et pas assez de main-d'œuvre. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ouais. Donc, on peut lancer un appel à candidature qu'il faut te contacter si jamais quelqu'un veut cadayer au Golf National ou... Exactement, et il n'y a pas que au Natio. C'est-à-dire que là, le monsieur, Alex en l'occurrence, qui était mon collègue hier, va cadayer. Donc là, les joueurs qu'on a cadayés hier vont passer pas loin de 5 jours en France. Donc aujourd'hui, ils étaient au board. Ensuite, ils vont jouer Mortefontaine, Saint-Germain et Chantilly.
Et a priori, mon collègue, donc Alex, ne les cadayait pas aujourd'hui, mais va les cadayer sur la suite du périple. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment, bon, faut maîtriser un peu l'anglais. Faut pas être un trop mauvais golfeur, faut savoir s'exprimer un peu. Voilà, je n'ai pas le TOEIC, mais voilà. Et puis après, faut essayer d'être bon dans le calcul du yardage, parce que en fait, les Américains, ils veulent toujours pas raisonner en mètres. Donc, voilà. Mais c'est sympa, et puis ça permet de voir un petit peu différemment quand c'est un golf que tu connais. Tu tiens pas le club, donc tu peux réfléchir un peu plus que si tu joues en disant driver, quoi. Donc voilà. Super. Ouais. Eh ben, belle expérience. Alors, au menu de ce 4e épisode, je vous le donne dans le désordre, mais on va parler côté pratique. On va s'intéresser à la routine. Quelle est votre routine à vous? Donc, on va chacun livrer notre propre expérience, mais on a quand même Olivier pour nous donner quelques règles de base quand même. Et puis, est-ce que j'étais intéressé de savoir si vous aviez, question très personnelle, est-ce que vous auriez des tips pour aider à vous reconcentrer quand vous commencez à sortir de la partie pour y revenir un peu dedans? Voilà. Pour le golf professionnel, selon vous, qui sera le premier à réaliser son grand chelem de carrière? Rory McIlroy, à qui il manque le Masters, ou Jordan Spieth, à qui il manque le PGA Championship. Dernière question, côté actualité. Alors bon, c'est une question d'actualité en permanence, on va dire, parce que c'est le côté gelant, donc c'est pas un phénomène qui date de ce mois-ci, mais qui date depuis quelque temps. Et puis s'intéresser au parcours, les parcours 12 trous, voilà, parce qu'on a souvent le critère de dire que 9 trous, c'est un peu juste, voilà, c'est 1h30, et puis on a un petit goût de trop peu, et que 18, quand ça prend 4h30, c'est un peu trop long. Donc, je crois que c'est Jack Nicklaus qui avait dit que l'avenir du golf passerait par les parcours 12 trous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis sur les golfs actuels, la question c'est si on fait un 12 trous, qu'est-ce qu'on fait des 6 qui restent? On a des 27 trous par exemple avec des 3x9. Est-ce que l'idée serait pas de découper un 18 trous en 3x6 en fait, pour faire deux parcours 12 trous, enfin des parcours 12 trous différents? Rory McIlroy et Jordan Spieth, lequel des deux va réaliser son grand chelem de carrière en premier, selon vous? Alors, si ça a lieu en 2022, on pourra dire que c'est Jordan Spieth, puisque le Masters est passé et que Rory l'a raté. Donc, le PGA Championship est dans 15 jours. Jordan Spieth vient de gagner il y a pas très longtemps, non? RBC Heritage, ouais. Ouais, c'est ça. Juste après le Oui, il Masters. avait la fameuse veste à carreaux. Elle n'a pas la même veste. Voilà, votre avis entre Jordan et Rory? Ouais, mais merci pour la parole. Et puis, je pense, moi, mon cœur, ce serait Rory, mais effectivement, on se le disait un peu en aparté avant d'enregistrer là. Le plus simple, je pense que ça va être quand même effectivement de gagner un PGA pour Jordan, parce que maintenant il y a du lourd sur le Masters, même si Rory peut le gagner, mais ça va être plus compliqué, je pense. Statistiquement, je pense que ça va être plus compliqué d'accomplir le sien pour McIlroy. Et toi qui es comme le spécialiste du PGA Tour de la team, là par exemple dans 15 jours, il y a le PGA Championship. Est-ce que Jordan pourrait gagner déjà là dans 15 jours, ou ton favori reste Scotty Scheffler? Mon favori, ça reste Scotty, quoi qu'il arrive. Puis j'en ai bien d'autres avant. Je pense Jordan sur ce terrain. Mais cette année, d'ailleurs, je trouve que même si Rory nous déçoit là cette semaine par rapport à Rahm, qui était aussi tête de série la semaine dernière au Mexique, clairement là c'est pas fini. Il commence seulement, mais je pense pas qu'il va le gagner là, ce Wells Fargo, McIlroy. Mais je le trouve plus en forme, par exemple, malgré que Jordan dans cette saison. Donc je le vois déjà mieux performer au PGA. Et Jordan est tellement, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, mais peut-être plus cette année. Il est mauvais sur le tournoi. Il fait pas un bon Master, c'est clair. Et puis la semaine d'après, il gagne le RBC.
comme un fou, quoi. Je veux dire, Contre toute attente. Là, il y a le putter qui va pas. Enfin, ça va un peu mieux, mais alors que c'est quand même un de ses compartiments de jeu les meilleurs. C'est une de ses meilleures armes dans le sac, quand même. Fait que non, moi je ne vois pas gagner celui-là cette année. Donc, je le mets au-delà du top 10 hein, des joueurs qui vont se présenter. Olivier, toi, ton avis? Ouais. Tu le disais un peu dans ton introduction, en fait, ça dépend à quel moment on pose la question. C'est ça. Si on avait posé la question au mois de janvier, au niveau calendaire, en fait, c'est Rory qui avait le plus de chances de faire son master, son grand chelem perso. Là, maintenant, c'est Jordan. Avec l'arrivée du PGA. Je sais pas lequel fera son premier. Je sais pas mais je l'espère que Rory arrivera à gagner à un moment le Masters, à faire taire tous ces démons qui l'envahissent depuis quelques années déjà. Non, je pense, après, je pense que c'est deux joueurs qui méritent de le faire de toute façon. Donc j'ai un peu une réponse école des fans, tu vois. Mais pour toi, par exemple, ils le feront tous les deux, quoi, sans savoir qui le fera le premier. Voilà, il y a aussi cette question, est-ce qu'ils y arriveront? Parce qu'il y a, par exemple, un Greg Norman qui a jamais réussi à le faire, alors que ça reste un des plus grands joueurs de l'histoire, quand même. Ouais. Je pense que c'est dans leur quête, ouais. C'est des joueurs qui veulent marquer, l'histoire du golf. Ils ont ça en eux. Donc ils vont pas s'arrêter là et ils vont continuer à se préparer pour ça. Gugu. En fait, je suis en train de reprendre les statistiques de Rory. Est-ce que vous avez une idée sur en gros les quasiment 45 derniers tournois qu'il a fait, combien de victoires il a? Pour moi, il en a 2, non? C'est ça, 2. 2, le Wells Fargo et la CG Cup. En fait, je suis vraiment inquiet en fait pour Rory. J'ai l'impression que, comment est-ce qu'on dit ça? Pas qu'il est perdu, mais que quelque chose est cassé. Pour Jordan, joue à beaucoup d'aléas, c'est-à-dire qu'il est capable de briller, mais aussi comme un être humain normal, quoi. C'est-à-dire que de foirer complet, mais de briller à des moments où on l'attend pas. Donc, si je voulais exagérer, moi, peut-être même effectivement aucun des deux. Parce que moi, sincèrement, Rory m'inquiète en fait. C'est-à-dire que à part le dernier Master, j'ai l'impression que plus il est attendu et pas moins il réussit, mais là où je le voyais, on appelait ça être quasiment la tête d'affiche et par sa présence dire c'est bon les loulous, c'est pour moi. Enfin, ce que fait Scheffler en ce moment, là j'ai l'impression qu'il est passé dans une deuxième classe. Bon, c'est terrible de parler comme ça du 6e joueur mondial, mais voilà. Moi, j'ai plus d'inquiétude clairement pour Rory. Jordan, je le vois, pourquoi pas le faire, sans certitude, mais Rory, probablement, peut-être jamais. Et pourtant, vous n'avez pas le sentiment que son dernier tour là, du Master cette année, avec son 64 là, venu d'ailleurs, qu'il a un peu conjuré le mauvais sort, quoi, en se disant je suis capable de le faire, quoi. Je suis capable de sortir une carte de la mort et que moi j'ai presque hâte d'être au Masters 2023 pour voir comment il va se comporter dès le premier tour en fait. Parce que ce qu'on s'aperçoit beaucoup avec Rory, c'est que il faudrait qu'il y ait que des week-ends quoi à Augusta. Il faudrait faire le week-end sur une semaine, quoi. Faire le premier et le deuxième tour le samedi et dimanche et le troisième et quatrième tour le samedi et dimanche d'après, en fait. Comme ça. Mais ouais, t'as l'impression qu'il y aura toujours une journée, quoi. Soit le jeudi, soit le vendredi, et qu'il fout dedans à chaque fois pour la gagne. Mais ce dernier tour, quand même, il a. Enfin, je sais pas, c'est comme si. Il joue libéré délivré. En fait, en gros, je pense que c'est-à-dire que effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que ils partent dans les 15e ou 20e, au 4e tour, qu'ils sortent une carte de dingue, qui ait des conditions difficiles, et puis qu'effectivement, derrière, en gros, les mecs se disent oh, putain, Rory, ça tient une super carte, on va tous craquer. Mais sincèrement, s'il est en contention pour la victoire, j'ai peur des démons, en fait, moi. J'ai peur qu'il fasse un gros loupé sur le 10 ou qu'il fasse une grosse foirade sur le 12. Et ce ne sera pas le premier, hein. Mais j'ai l'impression de le voir moins fort mentalement et moins sûr de lui qu'avant.
Hmm. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est, depuis 2-3 ans, qui est quand même un peu... Enfin, il a plus la domination qu'il pouvait avoir dans les années 2016, 2017 et tout ça. Aussi par l'arrivée de plein de nouveaux joueurs Oui. hyper talentueux, quoi. Enfin, je veux dire, il était un peu seul. Il a comblé un peu le vide du départ de Woods, et puis il était un peu le seul, voilà, où il y avait que Dustin Johnson qui venait prendre un ou deux tournois dans l'année, et, histoire d'eux. Il était le plus long, et enfin, où tu sentais qu'il maîtrisait totalement son golf. Et puis est arrivée toute cette nouvelle génération qui l'a fait perdre un peu pied. Il le disait lui-même, il s'est aussi un peu perdu dans la quête de la distance en voyant DeChambeau et tout ça, essayer de gagner. Mais il a quand même fait son meilleur résultat au Masters en 2022 de sa carrière, en fait, en finissant deuxième. Il n'avait jamais fait mieux que T4. Beaucoup parlent de son caddie, par exemple, que c'est un ami, je crois, d'enfance, mais que c'est pas un vrai, enfin, je sais pas si c'est d'enfance, mais en tout cas, c'est un ami de longue date, que c'est pas un vrai caddie. Ben, non, l'apport, il est bon dans le sens où c'est lui, comment dirais-je, juge que c'est le meilleur pour lui, et non pas quelqu'un avec énormément d'expérience comme Bones ou un McKay, mais que d'autres joueurs peuvent avoir sur le sac, mais dans le sens où c'est pas un ancien enseignant, un ancien pro, enfin je veux dire, qui n'aurait pas comme plus de bagages. C'est-à-dire qu'il pourrait, un mec, peut-être qu'il lui ferait gagner plus de tournois sur certaines décisions à prendre. Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il lui convient bien. Il a bien fait d'en changer, pareil. Oui. Moi, je trouvais qu'il y avait plus avec l'ancien maintenant. Je sais pas s'il y est toujours l'ancien cadet avec le Victor Pérez, non? Non, il est plus. Il est plus Fitzgerald, là. Ouais. Donc là, oui, il y a quelque chose qui manquait clairement pour. Mais là, j'ai pas le sentiment, non. Moi, j'ai plus l'impression que c'est lui qui, c'est toujours le joueur quand il fait un mauvais coup, le responsable. Mais je veux dire, dans les prises de décision, il est bon, son cadet. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Un peu plus sceptique pour ma part. Moi, je me demande. Effectivement, je pense que ça doit probablement le rassurer d'avoir affaire à quelqu'un enfin, voilà. En fait, la question, c'est, on sait ce qu'il gagne avec ce caddie-là. C'est probablement une tranquillité, la certitude probablement d'être un peu conforté. Il faudrait savoir si effectivement, par moment, en fait, avoir un cadet peut-être un peu plus expérimenté qui ose pouvoir éventuellement le challenger, si ça pourrait pas lui faire gagner des points qu'il gagne, on va appeler ça par le fait que quelqu'un le conforte. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'après effectivement l'épisode GP, il semblait bon à ce moment-là qu'il change de cadet parce que la confiance était rompue. Mais ça pourrait être bien de voir si effectivement avec un autre cadet, peut-être genre Steel Bones ou quelque chose comme ça, mais qui a un peu plus de background, de voir si effectivement on pourrait pas trouver avoir un mixte qui, sans perdre de confiance, en plus l'amène à s'améliorer peut-être parce que le gars le challenge et que ça le pousserait vers l'élite. Voilà, vers l'élite, faire encore plus du meilleur de Rory. Parce que elle est particulière cette relation avec le caddie quand même qu'ont les joueurs, parce que c'est un nouveau caddie va te faire un peu sortir de ta zone de confort, mais est-ce que ça t'aide à mieux jouer? Parce que un Spieth, par exemple, il a jamais quitté Greller, alors que ça faisait quand même 2-3 ans avant qu'il regagne l'année dernière au Texas. Enfin, il l'a jamais quitté ce caddie-là, ce partenaire-là où pourtant tu te dis, ça aurait peut-être pu l'aider d'avoir un déclic ou quelque chose. Ouais, mais disons que tu sais qu'il l'a porté très haut. Et après, en gros, si effectivement le joueur, je pense qu'il est capable de considérer que appelez ça, sa baisse de performance est probablement pas due au caddie, mais plutôt au joueur qui pense un petit peu trop, qui galère. Ça peut avoir du sens, effectivement, en gros, de rester ensemble et de se dire, voilà, l'avenir le présent est sombre, mais l'avenir sera meilleur. Là, la question que tu peux te poser, effectivement, avec le cadet actuel, c'est que il n'est pas certain que le cadet actuel est tiré vers le haut, Rory. C'est-à-dire que, en fait, depuis qu'il est à ce cadet-là, je ne vais pas dire que c'est une chute, mais disons que voilà, Rory est sorti du top 10 mondial, Rory en Ryder Cup est moins, on va appeler ça
c'est pas Poulter, quoi. C'est-à-dire qu'il a du mal à garder sur lui tout ce qu'il devrait être. Et voilà. Donc après, mais en même temps, effectivement, changer de caddie, ça veut dire être sûr que le mec te parle, que ce que tu lui confies reste entre toi et lui. Et voilà, mais c'est une relation humaine. Comment on gère ça, monsieur le coach mental, là, un caddie, comme ça, une relation avec un caddie? Enfin, pour revenir plus précisément, enfin sur Rory, là, enfin la Ryder Cup, enfin la baisse de performance, elle commence en 2018 à Paris. Il doit jamais perdre son simple. Le dimanche, il doit pas perdre son simple. Mais il a une personnalité, enfin qui est attachante et en fait, pour moi, ça reste un gentil. Enfin, c'est pas en opposition à un tueur. Voilà, dans la personnalité, c'est pas forcément. Enfin, la victoire est importante, mais il a déjà marqué l'histoire du golf. Il a déjà marqué l'histoire du sport. Donc après, il y a une question de motivation. Il y a une question de ce qu'on appelle l'activation dès le premier jour du tournoi, de se sentir concerné, d'avoir un stress un peu positif. Et lui, il a eu du stress négatif là, au British Open avec un départ catastrophique la dernière fois. Mais souvent, il pense qu'il sous-performe parce qu'il se sent un peu moins concerné. Il se sent un peu moins. Il sait qu'il a le niveau de jeu. Mais il va pas faire l'effort, voilà, de concentration qui est nécessaire dès le départ, dès le tee du premier jour. Et ça lui joue des tours, voilà. Donc après, il vient expliquer que tout ça, c'est d'engranger de l'expérience, mais je pense que sur ce premier point-là, il faudrait qu'il s'améliore à ce moment-là. Après, sur la relation caddie, c'est compliqué parce qu'effectivement, si on compare à Jordan Spieth, il a pas changé de caddie en fait, malgré les galères. Et ils sont revenus, ils sont remontés ensemble. Ils ont réussi à regagner ensemble. Donc je pense que là, il n'y a pas de solution miracle en fait. Il n'y a pas de solution unique et de solution miracle. C'est dans la relation que tout se joue. Donc c'est à chacun de trouver le bon alter ego et qui va apporter les bonnes choses au bon moment. On a une info LPBB d'ailleurs à vous fournir. Ted Scott sera au sac de McIlroy pour le prochain Masters. Donc Ted Scott qui a gagné 3 Masters, 2 avec Bubba Watson et 1 donc avec Scottie Scheffler. Donc peut-être que ça va l'aider à avoir un grand chelem. Ah oui? À mettre au conditionnel. Cyril est dans les petits papiers de Rory. Alors là, et vous pourrez dire que vous l'avez entendu ici. Et si c'est pas vrai, oubliez-nous, ok? Enfin, oubliez-le. Si on va juste profiter pour conclure sur cette question parce qu'on essaie de respecter. C'est un petit challenge qu'on a entre nous d'essayer de respecter un temps limite sur les sujets. Et puis on a Marion qui arrive pour dire à quel point on enregistre en direct, qui arrive tout juste de sa longue balade en vélo pour rentrer du travail. Tiens, ton avis à toi, Marion, sur qui de Jordan ou Rory, et puis je poserai la question aux garçons à la fin en conclusion, mais gagnera le grand chelem de carrière en premier. On va avoir à nouveau 18 minutes avec Marion. Non, faut que je prenne mes esprits. Je crois que Rory en est plus capable que Jordan par ses capacités de joueur, mais je suis pas certaine que je pense que Jordan avec son équipe là, ça va mieux en plus avec son cadet de toujours. Je pense que ça peut faire il pourrait y arriver en premier. Alors, juste les garçons, parce qu'on a déjà parlé du sujet, mais question, Rory ou Jordan en premier? Cyril. Moi, je voudrais souligner, c'est quand même incroyable parce que Marion arrive, elle a rien vu, elle a rien entendu de ce qu'on a dit avant pendant 18 minutes. Et en 2 minutes, elle fait un condensé d'exactement tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que l'association du cadet de ce que disait Olivier, Rory, donc moi je reste sur Rory. Mais bravo Marion. Voilà. Non mais la prochaine fois, appelez-moi plus tôt. Enfin, j'en sais rien. Mais la prochaine fois, on va faire 2 minutes d'émission. On va juste demander l'avis de Marion et puis voilà. On va faire un podcast super court. Donc, de m'oxygéner le cerveau pendant 25 minutes. Je suis hyper lucide. C'est bon là. Je dis que des choses intelligentes.
plaisant, ça va durer 5 minutes. Bon alors, Cyril. Donc, comme Marion, McIlroy. Le premier. Ok. Olivier. McIlroy. Aucun des deux. Oh, et aucun des deux. Ouais. Ok. Et ben moi je pencherais aussi pour je pencherais aussi pour Rory. On verra bien en 2023. Bon bah dans 2 semaines on passe pour des peintres quoi. Ouais voilà. Et je pense que Jordan arrivera à faire le grand chelem de carrière. Je reste assez convaincu. Il est encore jeune et tout qu'il a au moins une quinzaine d'éditions du PGA Championship devant lui pour arriver à terminer ce grand chelem de carrière. Donc contrairement à ce qu'a dit Cyril, moi j'ai quand même annoncé Jordan en premier. Ouais. De toute façon, en gros, Jordan en premier, c'est évidemment la réponse de Julien. Julien et Marion et le reste du monde. Deuxième sujet, et puis ça tombe bien que Marion arrive parce qu'on s'était dit qu'on allait attendre quand même d'avoir l'avis de Marion pour parler de la routine. Et puis une petite question bonus sur les tips pour arriver à se reconcentrer quand on commence à sortir. Il suffit d'enchaîner 2-3 trous un peu compliqués et puis des fois on a vite tendance à sortir de la partie. Et est-ce qu'il y a des tips pour se reconcentrer ou est-ce que vous préférez balancer le sac à la flotte comme on voit régulièrement dans les vidéos sur YouTube? Je vais laisser Marion récupérer et puis on va commencer par Gugu, tiens, parce que j'ai fini par lui tout à l'heure. Quelle est ta routine à toi? Est-ce que tu as une routine déjà bien ancrée? J'essaye d'avoir la même routine. En gros, c'est quand je suis à 5 ou 10 mètres de ma balle, prise d'information sur la distance. Après, donc en gros, évidemment, j'enlève 5 ou 10 mètres ensuite. Ensuite, je me mets derrière ma balle, je regarde ma ligne de jeu, j'essaie de déterminer en gros les points à éviter et je joue. Ça, c'est à peu près le concept. Donc normalement, en 30 secondes, ça doit être à peu près bon. Évidemment, entre-temps, j'ai analysé le vent, c'est-à-dire que pour aller à ma balle. Quand je viens de foirer un coup, le bien joué débile va sortir. Enfin, tout ce qui va terminer par débile va sortir. Ensuite, lorsque je vais jouer un deuxième coup, enfin le coup d'après, le coup foiré, je me remets un petit débile, histoire de vraiment se souvenir que voilà, tu as fait une bêtise et puis pas deux si possible. Et en général, après, quand je suis en perte de rythme ou en perte de confiance, c'est des petites chansons. En ce moment, c'est du Alupa. Voilà, que je chante dans ma tête. En général, j'essaie de trouver des chansons qui sont pas trop rapides pour pouvoir essayer de retrouver du rythme sur mon swing parce que le 1, 2, 3, moi, j'arrive pas à le faire, mais par contre, quand je chante des paroles, j'arrive à essayer de retrouver un truc un peu plus fluide. Le débile, il n'est pas obligé, mais voilà, c'est... Olivier, toi? Après, la routine, elle est personnelle. Ouais. Non, mais avant que tu nous donnes ton avis de coach, est-ce que tu as une routine, toi, en tant que joueur, on va dire? Enfin, oui. Tu la mets en place systématiquement, etc. Oui, je m'efforce. Je m'efforce de la mettre en place systématiquement. Ouais. Donc, voilà, effectivement, de la prise d'information, de la prise de décision sur le choix du club. Après, une mise en condition sur un coup d'essai. Mais mon coup d'essai va jamais être le même, en fait, à chaque fois. Ça va dépendre de mon état d'esprit. Ça peut être vraiment de jouer le coup en entier, ça peut être de la visualisation, ça peut être de jouer à une main, voilà, pour se mettre en mouvement. Et puis après, l'exécution du coup. Et puis après, la routine, en fait, post-exécution, voilà. C'est quoi ta routine post-exécution? 2 tours sur toi-même? Non, c'est d'essayer d'être plutôt satisfait, voilà. D'accord. Et d'attendre vraiment de voir la balle où elle tombe, enfin voilà, d'être jusqu'au bout, en fait, concentré sur la trajectoire de la balle. Et tu parles à ta balle aussi? Parfois. Cyril, est-ce que tu as une petite routine, toi? Ouais, comme Olivier, puis je vais dire comme Gugu, prise d'information, etc. Et c'est surtout basé sur le relâchement, en fait, avant d'exécuter un coup. Éviter le maximum de tension possible musculairement. Dans la tête, le golf, c'est pas facile. Et puis, mais j'ai surtout une routine, d'après mauvais coup, finalement. Et puis là, et ça marche, je fais histoire de rester dans le présent et d'enlever les pensées dépourvues de jugement. Je fais la méditation, pleine conscience.
Donc, par exemple, il y a le yoga de la bouche, qui consiste, tu fermes les yeux, puis tu fais un demi-sourire et puis ça provoque un moment de détente et puis ça active énormément de nerfs déjà. Et puis ça va mieux quoi pour après éviter de refaire une merde. Ouais. Et ça marche. Ouais. Ça marche. Puis c'est rapide, hein. C'est très rapide. Ça c'en est une, il y en a d'autres. Regarder un arbre et s'imaginer des racines vers le haut, fixer longuement, mais ça c'est trop long, golf. Ou jouer sur des links où il n'y a pas d'arbre, ça devient compliqué, mais donc ça marche mieux le yoga de la bouche. Et ça marche dans la vie de tous les jours. Hein, après. Ok, Marion, est-ce que ouais, j'imagine que forcément, enfin, c'est pas que il y a une différence entre les pros et les amateurs, mais un petit peu quand même dans la routine. Mais est-ce que par exemple la routine que tu avais quand tu es professionnel, c'est quelque chose que tu as gardé aujourd'hui quand tu joues en amateur? Je me suis posé la question justement pendant que j'écoutais les autres et je crois que c'était tellement ancré que je fais pas gaffe, mais je fais toujours la même chose en fait. J'ai gardé les mêmes tocs, disons, parce que en fait là, j'ai fait tellement de répétitions, j'ai tellement joué que maintenant, parfois je me rends compte. La semaine dernière, je fais une compète, par moment j'ai des réactions, enfin, de pré-coup. Je me dis merde, je fais ça et en fait c'est des tocs, enfin c'est devenu presque un toc parce que je l'ai tellement répété, je l'ai tellement ancré que, enfin, oui, c'est ma routine finalement, c'est normal, je le fais à chaque fois. Je fais même plus exprès, c'est comme ça. Mais du coup, oui, bon, la routine, enfin moi, ma routine, c'est c'est globalement une routine un peu logique, mais c'est prise d'infos, un peu de ressenti par rapport à ce qui se passe. Moi, c'est vrai que dès que je quitte le coup que j'ai tapé, je suis déjà en train de penser au coup d'après. Je suis déjà en train de regarder ce qui se passe. Plus je m'approche, même quand je suis à encore 50 mètres de ma balle, je regarde déjà comment est le drapeau, comment sont les trucs. Enfin, je sais pas, je prends énormément d'informations à l'avance et je m'en rends même pas compte. En fait, c'est juste que quand j'arrive à ma balle, je le sais déjà. Même pas besoin d'y réfléchir parce que j'ai tout regardé avant et j'ai pas fait exprès finalement. Et je crois que j'ai toujours plutôt fait ça. J'ai toujours habitué mon cerveau. On me disait tout le temps, quand t'arrives, faut prendre les infos. Et en fait, je le faisais pas parce que je les avais prises avant. J'en avais profité toute la marche. J'en avais profité pour écouter les petits oiseaux chanter, mais pas que. Et après, j'ai bien aimé. Il y a deux trucs. Le truc d'Olivier de dire les coups d'essai. Moi, c'est vrai que je fais pas systématiquement de coups d'essai, mais ça veut pas dire que c'est pas la même routine. C'est juste que je cherche quelque chose dans le coup d'essai. Donc, soit je vais chercher une intensité, soit je vais chercher un truc technique, soit je vais chercher un contact avec le sol, soit, enfin voilà, ça peut venir de plein de choses. Parfois, je sais ce que je dois faire, donc je fais pas de coup d'essai. Parfois, si je suis très agacée, je vais pas faire de coup d'essai parce que j'ai envie de garder toute mon énergie. Je sais que la semaine dernière, il y a un trou, j'ai fait chip 4 putts. Autant dire que le trou d'après, je suis arrivée au départ, j'ai pas fait de coup d'essai, j'ai mis un plomb. Parce que j'étais tellement énervée qu'il fallait que je garde toute mon énergie pour tout foutre dans la balle. Et encore un trou après, j'ai fait un eagle, j'ai mis un coup d'hybride à 5 cm du trou, j'étais tellement énervée, j'ai même pas pris le temps de faire un coup d'essai. Mais je sais que je prends pas de risque à jouer sous le coup de l'énervement, donc c'est aussi pour ça que je me permets de pas faire de routine traditionnelle. C'est que je sais que l'énervement chez moi, c'est pas un sentiment qui va me faire des mauvais coups. Ça fonctionne, donc j'ai pas trop peur. Mais c'est vrai que les coups d'essai, par exemple au chipping, en ce moment, c'est une cata. Je sais plus de chipper, je suis à la limite d'avoir du hips. Bah là, je fais des coups d'essai parce que j'essaie de trouver un truc un peu rassurant en me disant bon, faut que je touche la balle, faut que je la sente à peu près dans le club, faut que je la sorte à peu près comme je veux. Donc, je fais des coups d'essai parce que ça m'apporte réellement quelque chose. Au grand jeu, j'en fais pas beaucoup parce que je suis à l'aise. Je veux même pas essayer de me polluer avec un coup d'essai qui serait pas en relation avec le coup que je vais avoir à jouer. Ouais. Et ça, c'est ma routine finalement. C'est pas statique, c'est pas quelque chose qui est tout le temps identique. C'est ma façon d'aborder le coup. Ça, je l'aborde toujours de la même manière, mais après, je fais varier les choses à l'intérieur. Et après, j'ai adoré ce qu'a dit Cyril à propos du yoga de la bouche. Alors moi, j'appelais pas ça comme ça, mais c'est vrai que ça s'appelle comme ça. C'est une manière d'appeler les choses. J'avais adoré. C'était Aria Jutanugarn, la première que j'ai vue faire ça il y a longtemps quand j'avais joué avec elle. Et elle fait un mauvais coup et elle se force à sourire. Et là, on se dit, mais soit elle est bipolaire carrément, enfin voilà, elle a une double personnalité, soit elle essaie de sortir de son truc
et c'est vrai que un jour j'ai essayé, même quand on dit à quelqu'un qui fait une colère, n'importe quoi, tu dis allez souris, et le mec, à partir du moment où il sourit, d'un seul coup on sent tout se relâche en fait. Et c'est vrai que ça fonctionne aussi avec le golf. Si tu te forces à sourire après un coup de merde, eh ben tu relativises. Il y a des choses qui se passent dans ton cerveau, je sais pas, il y a une chimie qui se passe. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est les neuros. Et ça fonctionne. Enfin, ça veut pas dire qu'on s'en fout, ça veut dire qu'on réagit pour inverser la tendance. Enfin, moi, je le fais pas beaucoup parce que de toute façon, globalement, je m'énerve pas. J'avoue qu'après un chip 4 putts, on a quand même des raisons de s'énerver. Et là, c'était très légitime. Et j'ai pas souri. Et quand mon père a parlé à ma balle pour lui dire de s'arrêter de rouler, je l'ai engueulé parce que la balle, elle écoute pas quand quelqu'un d'autre lui parle. Si moi je lui parle, elle écoute. Si quelqu'un d'autre parle, ça marche pas. Donc il s'est fait engueuler comme il me cadayait. Mais voilà. Après, je comprends le truc de Cyril. Moi, je l'ai jamais fait. Et j'ai vu des gens le faire et je suis bluffée des résultats. Enfin, sincèrement. Alors, j'ai suivi le manuel du parfait petit Olivier Perron, donc j'ai relu tous les articles du blog sur les objectifs et tout ça. Donc, j'ai récupéré une des fiches d'Olivier pour remplir tous mes objectifs cette année, processus, performance, résultats, voilà. Mais en tout cas, dans un des objectifs de processus, c'est de respecter ma routine sur toute l'année, oui, mais surtout sur toute la partie. Parce que, en fait, moi, je m'aperçois que la routine, au départ, je suis bien concentré et tout ça. Et puis selon que je joue bien alors, c'est un peu plus facile de la respecter quand tu joues bien. T'as un peu tendance, parce que tu es dans une bonne dynamique. Mais assez facilement, je trouve que, à mon niveau en tout cas, tu perds vite cette routine quand tu commences à moins bien jouer. Tu vois, tu t'agaces un peu et tout ça. Donc, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que je suis le seul vilain petit canard de cette équipe? Attends, moi, je vais rassurer. Moi, c'est le contexte. C'est-à-dire que quand je joue avec des potes, je m'en fous de la routine. Et en gros, ce qui va faire que j'essaye d'être un peu plus précautionneux, attentionné, attentif, enfin, tu mets le terme que tu veux derrière, mais en gros, c'est le fait de se dire, voilà, pour qui tu joues, pourquoi tu joues. Donc, moi, je sais que quand je joue en compète individuelle, moi, je fais un peu plus gaffe, mais bon, ça reste compliqué. Par contre, quand je joue pour l'équipe, alors là, voilà, c'est ceinture, bretelle, etc. Et là, on y va à fond. Et le manuel du petit Olivier Perron que j'ai pas encore imprimé, mais là, voilà, c'est step by step, etc. Voilà. En gros, c'est-à-dire que tant que je joue pour moi, écoute, tu fais des bêtises, c'est pas grave. Si tu commences à jouer pour ton équipe, il n'y a pas que toi qui es en jeu. Donc là, voilà, c'est pas pour autant que tu feras pas des mauvais coups. Mais si effectivement, juste, voilà, dans ta routine, tu n'as juste pas fait gaffe au vent et qu'en fait, il suffit juste de prendre 2 secondes. Si tu te prends un double pour l'équipe, merde, quoi. Voilà. Mais Olivier, est-ce que c'est plus compliqué est-ce que c'est compliqué de garder une routine sur une partie, enfin sur 18 trous? Alors, Marion, elle nous a expliqué qu'elle est capable de la garder tout le temps, mais... Oui, c'est un exercice à travailler. L'idéal, c'est ce que disait, c'est ce que l'expérience que nous relatait Marion, c'est que sa routine en fait est devenue quasi inconsciente, ou c'est devenu presque une chorégraphie. Et c'est cet idéal-là en fait vers lequel on doit tendre, parce qu'en fait, on a entre nos 2 oreilles en fait, on a un cerveau. Alors, il a un gros inconvénient, c'est qu'il n'arrête pas de fonctionner. On peut pas lui dire stop, tu arrêtes. Par contre, il y a un avantage avec le cerveau, c'est qu'en fait, il est monotâche. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à une chose à la fois. Et donc, on a, au cours de la partie, pendant les 4 heures, on va avoir plein de pensées en fait qui vont nous traverser, des pensées négatives ou des émotions en fait négatives qui vont nous empêcher, enfin voilà, d'être relâchés, d'être détendus, d'être à l'aise en fait pour jouer ou d'être simplement en confiance. Et donc, l'objectif de la routine, c'est à la fois une mise en confiance, mais c'est aussi, en fait, par ce qu'on a décrit sur la prise d'information, prise de décision, coup d'essai, tout ça, en fait, c'est de substituer des pensées neutres ou positives, en fait, à des pensées qui vont être négatives, qui vont nous empêcher de jouer, enfin, qui vont nous perturber. Si je vous dis, ne pensez pas au bunker de droite, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Un éléphant rose. Ouais. Un éléphant rose. Dans le bunker de droite. Voilà. Donc la routine est là, elle a effectivement, enfin l'objectif, de tromper notre cerveau, de nous mettre en confiance. Et puis en fait, si on fait une action
qui nous permet d'avoir un résultat positif, en fait, on a de grandes chances que si on répète cette action-là, on aura encore un résultat positif. Et donc, c'est de trouver la routine qui va bien pour tel ou tel moment, tel ou tel coup. C'est cette capacité aussi qu'il faut avoir, effectivement, à s'adapter. S'adapter aux conditions de jeu, s'adapter à ses émotions, à ses humeurs. Et pendant 4 heures, il y a un certain nombre, en fait, d'humeurs et d'émotions qui nous traversent. Donc, il faut savoir résister, en fait, aux émotions négatives. Et puis, aussi pas trop s'enflammer non plus après de très, très jolis coups. Et on voit Dustin Johnson, en fait, qui est assez impressionnant, puisque on a l'impression qu'il est traversé par aucune émotion. C'est ça. Ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il a un cerveau? Parce que... Encéphalogramme, quoi. Ouais. Bon coup hors limite, pareil. Mais en fait, pour les gens qui s'imaginent que quand je dis que moi, par exemple, c'est automatique, en fait, c'est pas une blague. Enfin, ça peut devenir le cas pour tout le monde. Faut s'imaginer quand vous avez conduit pour la première fois. Vous montez dans votre voiture, vous dites bon, qu'est-ce que je dois faire? Je règle mes rétroviseurs, je mets ma ceinture de sécurité. Au début, mettre la ceinture, c'était un geste auquel il fallait penser parce que en fait, c'est pas automatique. On s'assoit, on met pas la ceinture en côté conducteur. Et en fait, maintenant, vous y pensez même plus et vous montez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité, vous fermez la portière, vous êtes prêt, vous regardez, hop, c'est parti. Et en fait, c'est pareil finalement. La force de répéter, les choses se mettent en place toutes seules et on n'a même plus besoin d'y penser. Enfin, ça se fait tout seul. Alors, question subsidiaire, Gugu y a un peu répondu dès sa première intervention, mais est-ce que vous avez des tips ou qu'est-ce que vous utilisez pour vous reconcentrer si vous sortez un peu de la partie? Alors ça peut être lié à votre propre jeu, mais ça peut aussi être des fois lié au partenaire avec lequel on est, celui qui parle beaucoup ou celui qui s'énerve beaucoup. Enfin bon, peut faire. Est-ce que vous arrivez à avoir une méthode? Est-ce que c'est la routine qui permet de revenir dans son jeu à chaque fois? La routine et l'intérêt en fait de revenir vraiment sur le présent, se reconcentrer sur soi, d'effacer en fait le passé et de pas encore entrouvrir en fait l'avenir. Donc on reste sur le présent. Après, sur des choses qui peuvent se permettre de reconcentrer, il y a les questions de respiration, de yoga de la bouche dont parlait Cyril. Ça peut passer par l'alimentation, manger un petit peu, boire un peu, voilà, ça peut permettre de se reconcentrer. Et puis, anecdote personnelle, l'année dernière, avec un partenaire un peu bavard, qui faisait vraiment me déconcentrer. En fait, je m'apercevais, je garais mon chariot toujours à 3-4 mètres de lui, ce qui, en fait, l'empêchait de me parler. Donc, je gardais mes distances, en fait, pour pouvoir rester concentré. Tu le mettais en barrière, en quelque sorte. Ouais, à distance, ouais. Ok, intéressant. On n'a jamais joué ensemble, si, Olivier, hein? Non, pas encore. Moi, j'ai joué avec Olivier, il n'a pas mis son chariot entre lui et moi, donc ça allait, je pense. Et Marion, est-ce que tu avais un truc pour te reconcentrer ou revenir dans le jeu? Alors, étonnamment, ça arrivait plus avant que maintenant. J'avais plus besoin avant puisqu'il y avait la pression du résultat, du tournoi. Enfin voilà, maintenant je joue tellement plus décontracté parce qu'il n'y a pas tant d'enjeux que maintenant quand j'ai des problèmes de concentration, quand ça marche pas, c'est plus que mon physique tient plus. Et là finalement, quand le physique tient pas, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de solution, donc j'accepte et puis je laisse tomber et puis voilà, ça me motive juste à me repréparer un peu physiquement pour être capable de tenir plus. Avant, c'était plutôt la trouille ou la pression ou la colère. Enfin, pas la colère parce que je me mettais pas beaucoup en colère, mais disons que l'agacement de mal jouer ou ces choses comme ça. Et en fait, je me rendais compte que j'avais beaucoup de tension moi, au niveau des épaules et j'avais des petits exercices de décontraction, des exercices de sophrologie active. Enfin, c'était super bien. Ça marchait plutôt bien. Ça fait pas tout, hein, ça change pas radicalement le score, mais disons que ça m'aidait à me détendre un petit peu. On m'avait expliqué, enfin j'avais un pro qui m'avait dit aussi quand on marche, essayer de sentir les pas, bien sentir
tout le moment où notre pied touche le sol, etc. Essayer de ressentir les choses, en fait, chose qu'on perd un peu quand on est tendu et ça détend. Ou il y avait un autre truc, c'était lever les yeux au ciel et puis regarder dans le vide. Et le fait de lever les yeux, c'est un peu comme le sourire quand on est en colère. En fait, quand les yeux passent une certaine hauteur sans fixer rien, ça fait comme une coupure dans le cerveau par rapport à certaines émotions. C'est assez. Vous essayerez un jour. Ciel blanc, enfin, faut pas regarder quelque chose en l'air. Il faut regarder dans le vide, mais c'est surtout l'idée de. Je sais pas, moi, c'est un truc que je faisais régulièrement et ça marchait. C'est pour ça que je faisais jamais le truc du sourire, mais moi, j'avais ça. Ça marchait bien, ça déconnectait les quelques pensées négatives qui pouvaient arriver. Cyril, toi, t'as un petit tips qui te permet de te reconcentrer. Tu nous parlais tout à l'heure de ton yoga de la bouche pour juste après un mauvais coup, en fait, pour le suivant, mais par exemple, un mauvais premier 9 trous pour te remettre bien dans le second, la seconde partie, par exemple, ou ce genre de choses. Non, mais pas de routine spécialement. Non, parce qu'en général, je sais que le deuxième va aller mieux. Non, je reste confiant. Non, c'est vrai. C'est la loi de Murphy, de toute façon. Si ça s'est mal passé au 9 premier, ça se passe bien au 9 suivant ou vice-versa. Le prochain coup peut être le bon. Si c'est pas bon, ce sera le prochain, c'est pas grave. Non, pas de routine, plutôt un mindset, quoi. Mais non, pas de routine. Non, pas pour ça, pas. Et puis comme le disait Gugu tout à l'heure, je pense que c'est aussi une question de contexte entre le fait d'être dans une compétition ou dans une partie entre amis, etc., où tout est forcément un peu différent quand tu joues pour t'amuser et quand tu joues avec un objectif de performance quelque part. Donc, justement, moi là-dessus, c'est drôle parce que je suis pas. Moi, j'ai jamais aussi bien joué que quand je joue avec des potes pour le plaisir. Ouais. Parce que l'histoire de rentrer dans la compète, de machin, de te fixer déjà. Moi, je pense que c'est pas des bonnes connexions. Je veux dire, ça va pas t'empêcher de performer, hein, loin de là. Si c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais c'est moi, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est que je m'en fous. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous que là-bas il y ait là. Je m'en fous que là. Je m'en fous. C'est pas grave. Et puis, du coup, il y en a pas de pensée polluante, tu vois. Il y a quand même des mauvais coups, on est d'accord. Mais c'est ça, je m'en fous, c'est pas grave. Ouais. Non, mais c'est sûr que absolument rentrer. Et je pense que déjà même au niveau des pros, on le voit qu'il y en a totalement que ça les empêche. Regarde Matthew Wolff, là, il revient. Bon, il a des gros problèmes de santé mentale. Il a dit, j'ai décidé, je reviens. J'étais tellement mal, pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de mes partenaires de jeu, le fait de ce que je vis, et d'avoir à leur faire vivre ça. Que maintenant, quand je me présente sur le TP Park, je veux juste prendre du plaisir. Et en tout cas, ça marche cette semaine parce que les mecs, c'est ça. Ouais, il faut que je fasse des résultats. Oui, il y a forcément des. T'es obligé, c'est ta job, quoi. Si tu sors du classement 125, t'as plus de boulot, quoi. Mais donc il y a une pression forcément, elle est présente. Mais les mecs qui jouent pour s'amuser, il y en a plein comme ça, quoi. Et puis je pense que c'est eux qui jouent le mieux, quoi, qui performent le plus, quoi. Oui. Là, il faut que ça marche pas. C'est pas dépendant, c'est pas bon. Pas bon. Olivier, je sais pas. Je suis convaincu que tu vas pas me contredire là-dessus, mais il faut pas, ça ne marche pas. Mais je pense que, faut pas séparer trop compétition et autres parties qui auraient moins d'enjeux. Je pense qu'à chaque fois que tu joues au golf, en fait, tu dois sur ta routine avoir la même rigueur. Ouais. Pas forcément la même concentration, mais au moins la même rigueur pour s'approcher de cette, ce que je disais un peu de cette chorégraphie, de cet état d'esprit. Et ça dure pas très longtemps, ça dure 30 secondes max. Et sur une partie de 4 heures, on joue très très peu. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour qu'elle soit efficace, pour qu'on l'ait bien ancré, effectivement, pour les compétitions, je pense qu'à chaque partie, en fait, on doit s'entraîner à faire cette routine, y compris au practice, pour ceux qui vont au practice. Voilà, ça sera la question d'un autre épisode. Qui va au practice et qui n'y va pas. On va conclure, puisque comme on le disait, en l'absence de Julien, il n'y aura pas de quiz, donc voilà.
On va conclure avec une question sur les parcours 12 trous. Je le disais tout à l'heure en introduction, Jack Nicklaus avait dit que l'avenir du golf était le 12 trous, qui était ce mélange de je joue suffisamment au golf, on peut considérer qu'un 12 trous va se faire en 2h30 à peu près, sans prendre trop de temps par rapport à un 18 trous. Est-ce qu'il faudrait plus de parcours 12 trous? Alors, je vais me permettre de commencer par Cyril parce que il nous disait avant l'enregistrement que des parcours 12 trous, il y en a justement au Québec. Oui, vrai ça, c'est ça. Oui, le premier a vu le jour en 2014 au Québec. Et ça s'est répandu. Bon, ça va pas très très vite, hein. C'est pas, mais on est à 4 ou 5. Donc c'est pas énorme, hein, mais en tout cas ça fonctionne. Et c'est. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'essayer, toi, un 12 trous, non? Non, malheureusement, non. Je sais pas. Il est pas très loin en plus de ça. Il y en a un à Montréal, les autres sont plus loin. Mais non. Mais j'aime bien la formule, en tout cas. En famille, tu sais, bon, quand tu joues le week-end, etc., tu n'as pas la chance d'avoir ton épouse ou quoi qui joue, bah, les parties sont plus courtes, donc tu peux aussi consacrer un peu de temps à ta vie de famille, enfin, concilier les deux. Même si des fois, il y a du monde qui vont au golf pour justement ne pas avoir à concilier les deux. C'est ça. Par exemple, au hasard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du 12 trous? Est-ce que, non, finalement, vous allez au golf, un 18 trous, moi, j'y vais pour un 18, ou à la rigueur, j'ai pas le temps, je fais qu'un 9, ça me va bien. Gugu? Moi, j'aime bien être un sadomaso, et je trouve que je constate que, généralement, je crains que je n'ai pas de panne ou de problème sur 9 ou 12 trous, et que c'est souvent, en gros, sur les 6 derniers où je rencontre des petits problèmes. Un manque de concentration, des mauvais coups, choses comme ça. Je crains que faire 12 trous me laisse croire que je puisse être un bon joueur. donc, je pense que c'est une fatalité. Je pense que, voilà, après, d'un point de vue purement technique, je pense que c'est probablement une très bonne idée pour les soucis de temps de jeu. Après, je pense que si effectivement, en gros, on va essayer d'appliquer cette recette aux 18 trous existants, je pense qu'il y a des architectes et des responsables de clubhouse qui vont se faire des nœuds au cerveau en disant mais par où je vais faire passer mes joueurs. Olivier, toi, tu joues pas mal de 9 trous, je crois, Olivier. Oui, je suis abonné de 9 trous. Je joue principalement des 9 trous. Et puis après, plus en compétition des 18 trous, mais je joue, voilà, c'est 6-7 compétitions dans l'année, donc c'est pas énorme. J'ai pas non plus beaucoup de temps pour jouer. J'aimerais jouer un peu plus. Mais c'est beaucoup de 9 trous. Et dans ta question, en fait, je vois pas trop l'intérêt du 12 trous. Pourquoi 12? Pourquoi pas 11 ou 13? Je trouve que le challenge, enfin, ce que disait, ce que sous-entendait Gurman, il est sur 18. Le vrai challenge du golf, il est sur 18. Et quitte à moins jouer, enfin voilà, je trouve que 9 trous, c'est déjà satisfaisant en termes horaires. J'ai un peu de mal à voir. Après, je pense que, enfin, la réflexion, évidemment, pourquoi 11, pourquoi pas 11, pourquoi pas 13? Je pense que la réflexion, elle était que 12 trous, c'est parce que, enfin, 3 x 6, quoi. C'était assez, un 18 trous, en fait, c'était la possibilité pour un golf. N'empêche que, il faut quand même repenser un peu, enfin, les trous, ils ont été construits pour être joués en 18 et pas en 12. À Etretat, ça serait possible de faire un 12 trous, par exemple, Marion. Quand tu es au 12, tu es très loin du clubhouse. Ouais, tu peux faire 11 à Etretat, ce qui est déjà pas si mal. À l'Ailette, tu peux faire 13. Donc, comme quoi, c'est jouable. Mais c'est vrai que, bon, je pense qu'on est quand même très formaté à ce format 18. Il n'a pas de sens non plus. Pourquoi 18 trous au départ? Pourquoi on a choisi de faire 18 et non pas 20 et non pas 15? Enfin voilà, c'est sûr que c'est... Voilà, il y a une réflexion aussi par rapport à ça, mais on est tellement formaté à 18. Moi, si je vais jouer au golf, c'est soit je fais 18 trous, soit par exemple hier soir, je suis allé faire 9 trous parce que j'ai fini le boulot à 18h et que bon, j'avais pas forcément envie de me taper 18 trous après une journée de boulot complète, mais j'envisagerais pas de faire moins de 18 trous si j'ai un peu de temps, quoi. Et moi, là, par exemple, justement, pour prendre cet exemple, tu t'arrêtes au 9 parce que, voilà, est-ce que tu n'aurais pas eu envie de faire 3 trous de plus, par exemple? Ou tu aurais eu le temps?
De toute façon, j'ai fini de jouer, il était 20h, j'avais encore 1 heure devant moi, donc voilà, j'aurais largement pu faire quelques trous de plus. On est formaté, formaté à faire 9 ou 18. C'est une connerie, hein, mais c'est finalement, si le parcours s'y prête, si tu es dans un golf où tu peux aller faire 2-3 trous de plus, pourquoi pas. Nous, hier, quand on a joué, y a un monsieur qui a coupé, il était du 12 au 17. Donc, lui, il a fait 14 trous. Coupé, puis 4h6, de toute façon, à 20h, il n'y a plus personne sur le parcours, donc tu fais un peu ce que tu veux, tu coupes dans tous les sens. Et ça, oui, pourquoi pas. Moi, j'ai pas l'impression de me défouler suffisamment si je fais que 9 trous, quoi. Ça m'a fait dégourdir les jambes, c'était très bien. 9 trous, c'était parfait. S'il y avait eu 12, si c'était des parcours 12 trous, je ferais 12 trous. J'en ferai tant que je peux, dans la mesure où je suis encore capable de jouer au golf après une journée de boulot, quoi. Je trouve pas ça idiot, les 12 trous, parce que oui, c'est un petit peu plus que 9. C'est toujours 3 trous de gagné par rapport au parcours 9 trous. Je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de chantier pour pas grand chose. Oui. Non, c'est sûr que, après, je pense que l'approche, elle est sans doute évidemment pas de transformer les 18 trous d'aujourd'hui en parcours 12 trous plus un 6 trous. Mais comme on le voit, comme disait Cyril avec le Québec, où voilà, la construction d'un parcours 12 trous, enfin, tu peux te dire, par exemple aussi, on parle beaucoup de ramener le golf près des villes, etc. Un 12 trous, ça prend moins de place qu'un 18 trous, quelque part. Si tu as un espace, tu peux faire 9 trous, pourquoi pas pousser à 12 et puis rendre ça logique de faire 12 trous plutôt que 9, finalement. Tu fais payer ton green fee un petit peu plus cher pour justifier l'embauche d'un jardinier supplémentaire, parce que forcément, si tu as 12 trous plutôt que 9, ça te coûte un peu plus cher en staff. Mais et puis les gens, ils gagnent 40 minutes de golf de plus. Donc, oui, ça peut être cohérent sur des endroits ou sur des zones où il n'y a pas beaucoup de place. Ça a beaucoup de sens. Olivier, toi, tu disais que tu avais un abonnement 9 trous, toi. Donc, dans le golf où tu es, en fait, tu ne peux avoir un abonnement que 9 trous. Tu as le choix des 9 trous entre le 1 et le 9 ou les 18 ou pas? Non, c'est plutôt préférence pour du 1 au 9. Et puis, alors c'est un abonnement qui est en plus, qui est 9 trous et je peux jouer que 3 fois par mois. Ah oui. Mais j'ai pas beaucoup plus de temps pour jouer, donc ça me convient très bien. Non, mais c'est marrant, cette souplesse. Ouais. En fait, elle existe sur d'autres, celui qui veut jouer que 5 fois par mois ou ce genre de choses. Non, là c'est juste 3. C'est ton golf directement. Enfin, ton golf, il appartient à une chaîne ou Non. D'accord. Et ils ont quoi comme autre formule de green fee? Alors, sinon, c'est classique, semainier, week-end. T'es abonnement à l'année sur 18 trous. Puis après, il y a des green fees de fin de journée qui sont moins chers. Mais d'avoir créé cet abonnement-là, c'est qu'il y a quand même une demande. Enfin, j'imagine, t'es pas le seul, quoi. Moi, j'ai pas entendu parler de la demande, en fait. À un moment, ils nous l'ont proposé. C'est étonnant. D'accord. Ok. C'était jusqu'à ce mois-ci, c'était 490 € pour l'année. Et là, ça passe à 550 €. Mais ça reste quand même très raisonnable. Pour jouer 3 fois 9 trous par mois, à ce tarif-là, c'est quasi, c'est presque imbattable. Mais s'il y avait un abonnement 12 trous, tu le prendrais, par exemple? Je suis pas sûr, non. Non? Non, je suis pas sûr. Parce que c'est vraiment le fait que ça ne dépasse pas les 2 heures, quoi. Ouais, après, ça va dépendre aussi de l'architecture, en fait. Voilà. Effectivement, ce que disait, je rejoins certains quand même. Selon l'architecture, si on peut rejouer, 1 ou 2 trous, 3 trous supplémentaires, pourquoi pas. Et je comprends bien que ça peut aussi répondre à une problématique de foncier. Si on construit un nouveau golf, sur 12 trous, ça peut valoir le coup. C'est sûr que c'est pas dans nos mœurs, dans notre mentalité, quoi. Une partie de golf, c'est 18 trous et que ça sera difficile de casser. C'est sans doute pour ça que ça s'est pas autant développé. Enfin, je sais pas dans les 100 petites structures de la Fédé s'il y a des 12 trous. C'est plutôt des petits 9 trous ou ce genre de choses. Je sais pas s'il y a des 12 trous, mais c'est vrai qu'on changera pas. On changera pas forcément les habitudes comme ça, en tout cas. Mais ce que disait Marion, c'est effectivement, on est formaté. Complètement. C'est que ça, en fait, parce que moi, je suis formaté aux 18 trous, quoi.
C'est pour ça aussi que j'ai cette petite réticence à jouer 9 trous parce que je reste sur ma faim, quoi. C'est complètement idiot parce que tu fais 9 trous, c'est très bien, ça te fait te dépenser un petit peu, etc. Mais non, ça fait 20 ans que je fais 18 trous et du coup, c'est formatage. C'est terrible. Hein. Mais il y a des parcours sur lesquels tu es obligé de jouer 18 trous parce qu'en fait, les 9 trous t'emmènent très loin. C'est ça. Ouais, c'est vrai que, bon, souvent, la plupart du temps, le 9 revient au clubhouse, mais ça peut arriver que... Pas toujours. L'aigle. L'aigle au golf national, au 9, tu peux être un peu plus loin, mais pas beaucoup. Tiens, juste pour conclure, Cyril, toi, t'as un abonnement ou t'es au Green Fee? Non, je suis au Green Fee, moi. Ouais. Moi, je joue pas assez. Mais pour le coup, je fais beaucoup de 12 trous parce que c'est ça, comme je disais tantôt, moi, je joue essentiellement le mercredi en fin de journée après la job. Donc, c'est sûr que les journées d'ensoleillement sont courtes. Donc, il y a beaucoup de fois où on peut faire que 12, même des fois 9 la saison. Sur des 18, donc on marche forcément pour rentrer. Je fais des 12, pas sur des 12, pas pour 12 trous, hein, mais fait que ça se fait bien, ouais, ça se fait bien. Mais du coup, tu payes le 12 trous ou tu payes le 9 et tu grattes 3 trous? Ah non, on paye le 18. Il n'y a pas de 9 trous. Moi, tous les terrains que j'ai fait, il n'y a pas de 9 trous. Ça n'existe pas. Ouais. D'accord. Tu payes le droit de jeu et puis golf, ouais, non, j'avais aucun golf. Ouais. Non, c'est 18 systématiquement. Il n'y a pas de formule 9 trous. Un peu comme chez le boulanger où il n'y a pas de demi-baguette. Tu prends la baguette et tu t'en prends pas. Je pense à ça, là, mais c'est vrai ça, c'est exactement pareil. Ah oui. Chez moi, il y a des demi-baguettes. Hein. Ouais, chez nous aussi. Ouais, en France, il y a des demi-baguettes. Ici, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas dire je voudrais une des... Non, c'est vrai. Et ça fait plus de 12 ans que je suis là maintenant. Et ça me surprend toujours autant. La première fois qu'il est arrivé, Cyril, il a dit « Je voudrais une demi-baguette ». Et le mec, il lui a dit « Pourquoi, quand vous allez au golf, vous faites un 9 trous seulement ?» Oui. Alors Mais donc, une fille 18 trous, une baguette, et puis point barre. Avec le boulanger, c'est que lui, il peut pas se faire avoir. Si tu lui achètes une demi-baguette, tu vas pas repartir avec l'autre demi, quoi. Ouais. C'est ça. C'est compliqué. Bon, et ben voilà, sur ces bonnes paroles, avant de faire un prochain numéro sur les petits commerces au Québec, on va, en l'absence de Julien, je vais juste moi vous poser une question, votre favori pour le PGA Championship, et puis votre surprise, voilà, un peu au pied levé comme ça. Alors, je vais répondre pour Julien et pour moi. Jordan Spieth. Oh, inattendu ça. Alors la question c'est, est-ce que vous le mettez en favori ou vous le mettez en surprise en fait? Julien le met en favori, moi je le mets en surprise. Donc c'est qui ton favori alors, Marion? Dustin Johnson. Ok. Olivier? Favori Rory qui empêchera donc Jordan de faire son grand chelem. Et en surprise donc? Non, je suis en orange ce soir, Ricky Fowler. Ricky Fowler. Ah ouais. Une grosse surprise. Ouais. Gugu. Alors, comme à chaque fois, j'ai peut-être, si ça se trouve, j'ai peut-être piqué l'idée de Cyril. Donc, évidemment, en favori, je vois d'en mettre deux. Bon, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui le cite. Un certain gars qui s'appelle, dont le nom commence par SCH. Voilà, je vous laisse deviner à peu près le reste. Il a gagné quelques petits tournois ces derniers temps. Pour de vrai, je verrais bien un combo d'Australiens, donc Leishman éventuellement, et Jason Day en surprise. Cyril, à part Scotty Scheffler, c'est qui ta surprise? Ouais, c'est sur Scotty, ultra favori, juste devant Rahm, hein. C'est pas évident, Rahm, avec sa victoire au Mexique, il peut peut-être repasser devant en termes pour les bookmakers. Mais ma surprise, c'est Cameron Young. Ah oui. Ouais, je veux bien, ouais. Ah ouais. Il peut y avoir encore un first time winner. Il y en a eu tellement cette année, et puis, ouais, il y a beaucoup de jeunes, là, enfin, de mecs qui sont très, très bons en ce moment et qui peuvent être dangereux. Ce qui arrive d'ailleurs assez souvent au PGA Championship. Ouais, en plus de ça, ouais. Regarde, Bradley est bien encore. Ça va être un parcours. Un mec comme ça peut surprendre une fois de plus. Ok. Eh ben réponse dans quelques jours.
avec le PGA Championship qui aura lieu du 19 au 22 mai. Sur c'est quel parcours, Cyril? Thornton Hills. Ah. Okay. Le parcours préféré donc pour les parieurs là, toujours là, de Scotty Scheffler, c'est son parcours préféré à vie. Bon, et ben merci à vous quatre d'être venus parler ensemble de tout ça. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et d'échanger. Et puis bonne semaine à vous, bonne continuation et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Salut. À bientôt. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à accréditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.